Certains font de la radio pour meubler le silence. Eux, ils viennent le briser. Karima Brick et Rémi Villemur. Bonjour Louis Hamane. Bon mercredi. Bon mercredi, c'est le milieu de la semaine, ça, cette affaire-là. Il en reste juste 2 après mercredi. C'est bien fait de même. Écoute, il y a une pétition qui circule. C'est viral. Il y a 30 000 signatures, je pense. Ça demande l'expulsion de l'ambassadeur des États-Unis au Canada. Son nom, c'est Pete Hoekstra. j'ai jamais entendu ce nom de famille-là de ma vie, d'ailleurs. Hoekstra. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est d'origine néerlandaise. Il est américain, bien sûr, mais d'origine néerlandaise. Pétition, en effet, qui fait beaucoup de bruit ce matin. C'est une pétition qui a été initiée par une femme à Calgary, et qui, éventuellement, va être présentée à la Chambre des communes à la rentrée au mois de septembre. Là, ce qu'on reproche essentiellement à M. Hoekstra, c'est d'avoir à plusieurs reprises, dérogé au protocole diplomatique. Comment? En faisant, par exemple, des déclarations choc. On pense ici au fait qu'il a répété à plusieurs reprises cette idée que le Canada devrait être annexé par les États-Unis. Il s'en est pris également très personnellement et très publiquement aux provinces qui ont décidé d'instaurer un boycott sur le vin et les spiritueux américains. Puis de façon générale, je pense qu'on doit se le dire, là, moi je connais bien le personnage. Monsieur Hoekstra se comporte comme tout sauf un diplomate. Là, c'est le moins diplomate des diplomates que j'ai jamais croisé de ma vie. Il accusait, comme par exemple l'an dernier, les Canadiens de faire preuve d'anti-américanisme pendant la campagne électorale. Il y a peut-être un petit fond de vérité là-dedans, mais habituellement, un ambassadeur, ça commande pas sur la politique interne du pays où il est en poste, du moins pas en public. Alors, à suivre, moi, ça me surprendrait beaucoup qu'Ottawa expulse M. Hoekstra. On va se le dire, particulièrement dans le contexte actuel. Là, on est dans le dernier droit d'une négociation commerciale. Puis moi, ce que je trouve que le plus hallucinant là-dedans, quelque part, c'est que Pete Hoekstra, s'il y a bien quelqu'un qui devrait connaître le Canada, les sensibilités des Canadiens, c'est bien lui. Il a été congressman du Michigan, ce gars-là. Le Michigan, c'est un État frontalier voisin du Canada. Ces gens-là connaissent bien le Canada. Alors, cherchez l'erreur. Moi, en terminant, je vous dirais, attention avec cette pétition-là, Rémi et Karima, parce que ça, c'est exactement le genre de truc dont peut s'emparer Donald Trump. Complètement. Et de faire complètement dérailler les négociations qui sont en cours. J'ai seulement besoin de vous rappeler, souvenez-vous, en novembre dernier, le Canada et les États-Unis étaient sur le point de signer une entente. Le gouvernement de M. Ford en Ontario ont fait une publicité aux États-Unis qui n'a pas plu à l'administration. Et les négociations ont été rompues. Alors, il faut faire attention. Je pense qu'il faut y aller avec parcimonie dans la façon dont on traite cette pétition-là. Mais encore une fois, moi je pense que c'est un autre exemple qui illustre encore une fois à quel point les relations entre le Canada et les États-Unis sont rendues au point le plus bas. Puis encore une fois, on parle pas de l'ambassadeur du Kazakhstan ici. On parle de l'ambassadeur, j'ai rien contre le Kazakhstan en passant, mais on parle de l'ambassadeur des États-Unis, notre plus proche partenaire, notre plus proche allié. Mais en même temps, Louis, c'est le représentant de Donald Trump. Oui. Donc, est-ce que c'est une surprise que ses positions soient collées sur celles du président, que même le ton qu'il emploie soit celui qui s'est imposé à la Maison-Blanche? Absolument. Moi, il y a aucun problème à ça. Puis je pense que oui, tu veux un ambassadeur qui a l'oreille de son boss. Mais de là à aller en public et évoquer et exprimer ces points de vue-là, moi, je laisserais ça plutôt au président. Le rôle d'un ambassadeur, c'est de représenter les positions de son président, c'est ça. Mais pas nécessairement de le faire en public devant tout le monde, puis de faire de la diplomatie au parleur, que j'appelle. Alors, moi, je pense que c'est un peu ça qu'on reproche. Et la façon, tout est dans la manière de faire les choses. Il y a le fond, mais il y a beaucoup la forme en diplomatie, et lui, clairement, il l'a pas. En tout cas, mais c'est vrai que c'est extrêmement sensible parce que là, ça serait pas juste un incident diplomatique. Là, on agirait vraiment, c'est au cœur des relations bilatérales entre le pays. Là. Il y aurait comme des répercussions mondiales, internationales. Ce serait comme c'est une bombe nucléaire, c'est nucléaire, politique, cette affaire-là. Ben oui. Puis il y a une convention en diplomatie qui s'appelle la Convention de Vienne qui essentiellement gère ces questions-là. Et le Canada peut déclarer un diplomate persona non grata. Pas besoin d'invoquer une raison, pas besoin d'invoquer un motif ou rien. Habituellement, il y en a toujours un, bien sûr, mais ça se fait comme ça. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, la façon dont ça fonctionnerait, c'est que le Canada enverrait une note diplomatique à Washington pour dire votre ambassadeur n'est plus le bienvenu au Canada. Vous avez 72 heures pour le
rappeler à Washington. Et si les États-Unis refusaient, à ce moment-là, le Canada pourrait ne plus reconnaître officiellement M. Hoekstra, entre autres en lui retirant certains privilèges. Je pense ici, par exemple, à l'immunité diplomatique dont il jouit, et ça ferait en sorte que M. Hoekstra déciderait probablement de s'en aller par lui-même, mais on est loin de là. Mais encore une fois, là, je veux rassurer les gens qui nous écoutent, qui nous regardent. C'est pas comme si le Canada irait chercher M. Hoekstra à sa résidence officielle à Ottawa pour le raccompagner à la frontière. Là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. De toute façon, c'est juste pour mettre de la pression. Là. On s'entend que c'est juste pour signifier, écoutez, on n'aime pas comment ça fonctionne, c'est une pétition. Faut quand même le voir comme ça, mais c'est vrai que ça peut avoir un impact, puis il faut être quand même vigilant. Ouais, mais ça montre aussi que l'humeur des Canadiens est vraiment en train de changer. Là, les négociations avant mais l'humeur des Canadiens est vraiment en train de changer. Mais je vois pas d'autres gestes qui ont été posés par le Canada dans les derniers mois qui étaient aussi hostiles que ça pourrait être ce geste-là que d'expulser un ambassadeur. Là. Absolument, et je pense qu'il faut faire... On n'ira jamais là. Non. Puis je pense qu'il faut faire la part des choses. Là. C'est une pétition d'une dame à Calgary. Là. On parle pas du premier ministre du Canada ou de notre ministre des Affaires étrangères qui suggère d'expulser l'ambassadeur. Là. Alors, encore une fois, là, c'est une histoire qui, selon moi, ira pas très loin, mais c'est une histoire qui peut quand même avoir des répercussions si ça arrive aux oreilles du président. Là, le 19 août approche. C'est la fameuse date là qu'on vise pour s'entendre pour l'ACUM. Est-ce qu'on peut... Moi, j'ai l'impression que on s'en va pas dans la bonne direction, mais en même temps, ils peuvent pas dire avant le 19 ou même publiquement pour le moment là où ils en sont autour de la table. Donc, on n'a pas vraiment d'indice pour dire on s'en va pas dans la bonne direction, mais il faut dire que ça a été compliqué depuis le début. Toi, comment tu vois les choses? Moi, tu devais faire une prédiction. Ouais, moi, je pense que le moment de vérité approche. Là, on sait, ou du moins, on en serait arrivé à une entente de ce qu'on entend. Là, M. Leblanc est à Washington hier, encore une fois, rencontré M. Greer pour la 3e fois, son homologue en 3 semaines. Donc, on avance, on en serait arrivé à une entente. Mais, et ce qui semble se dessiner en passant, là, ce serait une proposition qui serait soumise au président, donc lundi le 17 août, pour que lui ait 48 heures avant la date butoir du 19 pour prendre une décision finale. Moi, je dis moment de vérité, là, parce que, on parle beaucoup de M. Leblanc dans ces négociations-là, mais il y a une personne très, très importante qui l'accompagne, qui est la négociatrice en chef, une Madame Charette, Janice Charette. Rappelez-vous de ce nom-là, pour les initiés, là, elle était anciennement greffière du Conseil privé, elle a été haut commissaire du Canada à Londres, une dame avec beaucoup, beaucoup d'expérience, et elle aurait dit aux négociateurs américains la semaine dernière, écoutez, là, si on n'est pas capable d'en arriver à une entente pour le 19 août, là, on va faire face à un précipice, dans la mesure où le Canada ne pourra pas continuer la négociation, ne pourra pas faire d'autres concessions. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, l'humeur du public canadien a changé. Et on le voit, il y a un sondage, je pense, qui est sorti hier ou avant-hier. 7% des Canadiens seulement sont à faveur de faire plus de concessions pour en arriver à une entente. 60% des Canadiens, au contraire, veulent des mesures de rétorsion contre les États-Unis. Alors, on voit l'humeur changer et, par ailleurs, moi, je dirais, c'est une chose là, de s'entendre avec les Américains. Disons qu'on s'entend avec les Américains la semaine prochaine, d'ici lundi, pour une décision finale le 19. C'est une chose de s'entendre avec Donald Trump, mais le défi de M. Carney, ça va être de mettre tout ça en musique du côté canadien, s'entendre avec les provinces. On le sait, par exemple, une des concessions que le Canada propose, c'est de remettre sur les tablettes les vins spiritueux. Les provinces ont déjà dit, en tout cas Québec, Ontario, Colombie-Britannique, ont tous dit, écoutez, nous, on est prêts à jouer le jeu, mais si l'entente globale ne fait pas notre affaire, oubliez ça de remettre les vins et les spiritueux. Alors, il va y avoir de la friture sur la ligne et il reste pas beaucoup de temps. Moi, ce qui me fait dire ma prédiction à moi, c'est que je crois, très humblement, que Donald Trump risque de repousser la date butoir de quelques jours, voire quelques semaines, histoire de donner un peu plus d'oxygène à la négociation, de donner le temps à M. Carney de faire son pitch de vente auprès des provinces.
en espérant d'arriver à une entente. Est-ce que le Québec va être... Parce que c'est ça, les prévisions, j'ai entendu dire que le Québec allait être peut-être la province qui écope le plus. Est-ce que c'est ce que tu vois? Ben, sur les tarifs menacés là, du 19 août, c'est vraiment, là, c'est visé et c'est ciblé vers le Québec, l'Ontario et la Colombie-Britannique en particulier. Alors attention, si jamais ces tarifs-là entrent en vigueur, attachez vos trucs, là, notamment au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique. On est bien protégé ça risque de faire mal. On est bien protégé, Karima, dans ce pays-là. Ouais, une chance qu'on est là-dedans. Hein? Oui, donc minuit moins une, mais en même temps, possiblement dans le bluff de Donald Trump, ça serait pas surprenant qu'ils disent vous savez, ça avance bien, Canada, on va faire un deal, On y est presque. On y est presque, puis on repousse ça plus tard. Ouais. Merci Louis Hamel, il n'y a pas de quoi demain. Cube